Tout son héritage est devenu un vieux domaine abandonné, mais un secret caché a tout changé. Lorsque Camille a reçu le papier entre les mains, elle est restée à le regarder un long moment sans arriver à comprendre ce qu'elle lisait. C'était l'inventaire de l'héritage de sa grand-mère, et ce qui y figurait comme le bien le plus précieux de la famille était un vieux domaine qui, d'après les dernières photos qu'oncle Gérard avait envoyées dans le groupe de la famille, ressemblait plus à un tas de bois pourri et de poussière qu'à quelque chose qui méritait un voyage de 10 heures de car. Mais Camille y est allée quand même. Elle avait 28 ans, les cheveux châtains attachés avec un foulard qui avait appartenu à sa grand-mère, et une manière tranquille d'affronter les choses que beaucoup de gens prenaient pour de la faiblesse. Ce n'en était pas. C'était de la détermination. C'était la même chose qui la faisait rester éveillée après minuit, à étudier quand tout le monde avait déjà abandonné. Cette manière d'être, elle la tenait de sa grand-mère Louise. Et c'était précisément pour cette raison qu'elle ne pouvait pas simplement signer le papier que son oncle voulait qu'elle signe. Le papier disait qu'elle renonçait à sa part de l'héritage pour une somme qui ne paierait même pas 6 mois de loyer en ville. Le car est arrivé dans le petit village de province par un matin gris. L'air sentait la terre sèche de cette façon que seul l'arrière-pays aride connaît, et Camille est descendue avec son sac à dos sur les épaules et une boule au ventre. À la gare routière, un homme maigre avec un chapeau de paille l'attendait. C'était monsieur Marcel, voisin du vieux domaine depuis 40 ans, à qui sa grand-mère avait demandé de venir chercher Camille si elle apparaissait un jour. « Votre grand-mère m'avait dit que vous viendriez », a-t-il dit, sans plus de présentation, et il a montré un vieux camion garé dehors. Camille a voulu demander comment sa grand-mère pouvait être sûre qu'elle viendrait, mais elle a gardé la question pour elle. Il y avait quelque chose dans le calme de cet homme de plus de 60 ans qui disait qu'il en savait plus qu'il n'en laissait paraître. Elle l'a compris tout de suite, et c'est ce pressentiment qui lui trottait dans la tête pendant tout le chemin de terre jusqu'au vieux domaine. Ce qu'elle a trouvé en descendant du camion était exactement ce que les photos avaient montré. Pire, peut-être. Le bâtiment principal avait le toit en partie effondré. Les murs tenaient encore debout, mais le bois des fenêtres était si desséché qu'il semblait devoir se désagréger au moindre contact. Le terrain autour était sec, craquelé, et la seule chose qui fonctionnait encore était un foyer de pierre dans la cour, de ceux que sa grand-mère utilisait pour faire bouillir de l'eau quand le bois était la seule ressource disponible. Camille a posé son sac à dos par terre et est restée debout à regarder tout cela. Elle n'a pas pleuré, mais elle en a été proche. « Votre oncle Gérard est venu ici la semaine dernière », a dit M. Marcel, arrêté derrière elle. « Il est venu avec un homme que je ne connais pas. Ils ont marché sur le terrain en prenant des mesures. » Camille s'est retournée vers lui. « Des mesures ?» Le vieil homme a acquiescé lentement, de cette manière de quelqu'un qui choisit ses mots avant de les lâcher. Des mesures, avec un de ces appareils modernes. Puis ils sont repartis sans dire un mot à personne. Cela l'a troublée d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Oncle Gérard l'avait appelé 2 semaines plus tôt pour lui demander de signer les papiers de vente au plus vite, en disant que le vieux domaine tombait en ruine et qu'à ce rythme-là, il vaudrait encore moins. Sauf que si l'endroit ne valait rien, pourquoi prendre des mesures? J'ai dû m'arrêter ici quand j'ai lu cette partie pour la première fois. Parce que ce genre de choses, quelqu'un qui veut que vous signiez vite, sans vous laisser réfléchir, n'est jamais anodin. Camille est entrée dans les ruines de la maison avec précaution, testant chaque pas sur le plancher. La plupart des meubles avaient été emportés ou volés au fil des années, depuis que sa grand-mère était partie s'installer chez une de ses filles, plus vers la métropole. Mais il y avait une chambre au fond qui semblait moins dérangée que le reste. Les murs portèrent des traces d'humidité. L'armoire avait les gonds rouillés, mais à l'intérieur, sous une pile de vieux vêtements que personne n'avait jugé dignes d'être emportés, il y avait une caisse en bois. Dans le carton, il y avait des livres. Pas des livres de librairie. C'étaient des cahiers épais reliés de cuir assombri par le temps, avec la couverture dure et les pages jaunies. 3 cahiers en tout, et sur les cahiers, une enveloppe avec le nom de Camille, écrit d'une écriture ronde et ferme qu'elle reconnaissait par cœur. L'écriture de la grand-mère Louise. Camille resta immobile, tenant l'enveloppe, pendant un temps qu'elle-même ne sut pas mesurer. Dehors, le vent frappait les planches descellées du toit et faisait un bruit qui semblait être la maison essayant de dire quelque chose. Cher auditeur, si vous appréciez l'histoire, profitez-en pour laisser un like
et surtout vous abonner à la chaîne, cela aide beaucoup ceux qui commencent. Maintenant, je continue. La lettre de la grand-mère n'était pas longue, mais chaque mot avait un poids que Camille sentit sur ses épaules en lisant. « Camille, si tu lis ceci, c'est que tu as fait ce que j'attendais de toi. Tu y es allé. Quand tous les autres essaièrent de te convaincre que ça n'en vaut pas la peine, tu y es allé quand même. Tu as toujours été différente, depuis petite. Tu as mon caractère et ma tête de mule, et c'est exactement ce qui va être nécessaire maintenant. Dans les cahiers qui accompagnent cette lettre, il y a tout ce que j'ai dû garder pendant 40 ans sans pouvoir en parler à personne. Ne fais pas confiance à Gérard. Je ne lui ai jamais fait confiance, et le temps m'a donné raison. Tu comprendras en lisant. Le vieux domaine n'est pas ce qu'il paraît. Il ne l'a jamais été. Avec tout mon amour, ta grand-mère Louise. » Camille lut la lettre 3 fois de suite. Puis elle alla jusqu'au foyer de pierre dans la cour, mit la bouilloire noire à chauffer avec l'eau du seul seau qui était encore à sa place, et s'assit par terre en serrant les cahiers contre sa poitrine en attendant que l'eau chauffe. Elle avait besoin d'un moment avant d'ouvrir ça, parce que sa grand-mère n'était pas une femme à faire des drames. Si elle avait gardé un secret pendant 40 ans et choisi cette façon de le révéler, c'est que ce qui se trouvait dans ses cahiers était sérieux, vraiment sérieux. Monsieur Marcel apparut dans la cour un peu plus tard, une tasse à la main qu'il avait sortie d'on ne sait où, et s'assit sur une souche de bois à environ 2 mètres d'elle, sans rien dire. Rien que sa présence disait qu'il était disponible si elle avait besoin de lui. Camille ouvrit le premier cahier. Ce qu'elle y trouva était l'histoire de la grand-mère Louise, racontée à la première personne, avec des dates, des noms et des détails, qui révélaient une femme ayant observé tout ce qui l'entourait avec une attention que peu avaient remarquée. Louise était arrivée au vieux domaine à 20 ans avec son mari, le grand-père de Camille, qui était parti bien trop tôt. Elle avait élevé 4 enfants sur cette terre aride, toute seule, et pendant toutes ces années, elle avait gardé un œil attentif sur ce qui se passait avec les bornes du terrain, parce que les bornes avaient de bouger, pas d'un coup, tout doucement. Au fil des décennies, le voisin, un homme nommé Bernard, avait déplacé les marques de pierre qui séparaient les 2 terrains. Des centimètres par an, parfois 1 mètre entier après une grosse pluie, quand la terre était remuée et que personne ne s'en apercevrait. En 40 ans, le total représentait une bande de terre de presque 200 mètres de large qui appartenait en réalité au domaine de Louise, mais que Bernard utilisait comme si c'était la sienne. Et dans cette bande de terre, il y avait quelque chose qui rendait tout cela bien plus précieux que ce que chacun pouvait imaginer. Il y avait de l'eau. Une source d'eau qui ne tarissait jamais, même pendant les années de sécheresse les plus dures. Louise l'avait découvert quand le petit-fils de Bernard avait laissé échapper un jour de fête, un dimanche, en disant que son grand-père n'avait jamais besoin de s'inquiéter de la sécheresse parce qu'il y avait au fond du terrain une eau qui ne finissait jamais. Louise avait fait ses calculs ce même dimanche, et à partir de là, elle avait commencé à tout documenter. Je ne sais pas pour vous, mais quand j'en suis arrivé à cette partie, j'ai ressenti cette chose que l'on ressent quand on découvre que quelqu'un qui semblait simple était en réalité l'une des personnes les plus intelligentes de la pièce. Les cahiers portaient des dates, des mesures qu'elle avait prises avec de la ficelle et des piquets, au moment où elle pouvait le faire sans éveiller les soupçons, des témoignages écrits à la main de voisins qu'elle avait convaincus de signer au fil des années, et des lettres échangées avec un géomètre à la retraite qui avait confirmé ses calculs gratuitement, en échange d'un cochon et d'un fromage affiné que Louise avait fait parvenir jusqu'à lui par un parent qui passait par la région. C'était un travail qui avait pris des décennies, et tout était là, conservé, attendant le moment propice. Camille passa le reste de la journée à lire. Quand le soleil commença à décliner, elle avait lu les 3 cahiers de bout en bout, et elle avait une boule dans la gorge qui n'était pas de la tristesse, c'était quelque chose de plus difficile à nommer. Du respect, peut-être, de l'admiration. De la colère aussi, parce que sa grand-mère avait porté tout cela seule pendant si longtemps, sans pouvoir le confier à personne. « Pourquoi elle n'a rien dit de son vivant ?» demanda Camille à Monsieur Marcel, qui était resté là toute la journée, allant et venant, sans déranger. Le vieil homme ôta son chapeau et passa la main dans ses cheveux blancs. « Parce qu'elle a essayé, une fois, avec ton oncle Gérard. Je crois que ça fait une 15aine d'années. Il a dit que c'était une idée de vieille femme têtue et qu'elle devait laisser tomber pour ne pas créer de conflit avec les voisins. » Camille ferma les yeux une seconde.
Et vous, vous étiez au courant de tout ça? Je savais qu'elle gardait quelque chose. Elle ne m'a jamais dit quoi. Elle m'a seulement dit que quand tu viendrais, je devais te laisser le temps de trouver ce qu'elle avait laissé, et que si tu ne venais pas dans les 6 premiers mois après son départ, je devais garder les cahiers pour toujours parce que ça voudrait dire que la famille ne le méritait pas. 6 mois. Camille était arrivée avec 4 mois et demi d'avance. Le problème maintenant, c'était de savoir quoi faire de tout ça, parce que le vieux domaine était en succession. Et tant qu'il était en succession, toute démarche qu'elle tenterait nécessitait l'accord des autres héritiers. Et les autres héritiers, c'était l'oncle Gérard, la tante Chantal qui vivait loin et ne se mêlait jamais de rien, et 2 cousins qui faisaient ce que Gérard leur disait. Et puis il y avait le deuxième problème, que Camille découvrit le lendemain, quand elle se rendit au bureau du cadastre du petit village de province pour se renseigner sur l'avancement de la succession. L'employé du cadastre, une femme à lunettes et aux cheveux attachés qui connaissait visiblement tout le monde dans la région, prit un air étrange quand Camille prononça le nom de sa grand-mère. « Vous êtes la petite-fille de Madame Louise, de la terre là-bas à côté de chez Bernard ?»« Oui. » La femme regarda autour d'elle, comme pour vérifier que personne n'écoutait, et baissa la voix. « Votre oncle est venu la semaine dernière, avec une offre d'achat déjà prête. Il a dit que tous les héritiers avaient déjà donné leur accord. » Camille sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Tous les héritiers, je n'ai jamais donné mon accord à rien. » La jeune femme du cadastre resta silencieuse un moment. Puis elle dit, toujours à voix basse, « Le document qu'il a apporté portait une signature qu'il a dit être la vôtre. » Camille dut s'agripper au comptoir. Quelqu'un avait signé son nom à son insu. Il y avait une fausse signature sur un document du cadastre avec son nom. L'oncle Gérard était allé trop loin. Il y a des choses qu'on entend et dont on sent qu'on connaît cette douleur de quelque part. La sensation d'être trahi par quelqu'un de sa propre famille est une de ces choses qui n'ont pas de mot exact, mais que tout le monde reconnaît quand il la ressent. Camille sortit du cadastre les jambes flageolantes et se rendit directement au seul endroit où elle savait pouvoir trouver de l'aide, la maison de M. Marcel. Le vieil homme était déjà sur la véranda quand elle arriva, comme s'il l'attendait. Elle raconta tout d'un trait, sans s'arrêter. Quand elle eut terminé, il resta un long moment silencieux, les bras croisés et le regard posé sur la terre battue de la cour. « Il y a une femme dans cette ville, dit-il enfin. Elle a pris sa retraite il y a quelques années, mais elle a travaillé sur les actes fonciers toute sa vie. Elle connaissait Madame Louise depuis leur jeunesse. Elle s'appelle Edith. Car si quelqu'un peut regarder ses cahiers et dire quoi faire, c'est elle. Madame Edith avait 63 ans, les cheveux courts presque tout blancs, et des yeux qui voyaient plus que ce que la plupart des gens pensaient pouvoir être vus. Elle reçut Camille dans la cuisine de sa maison, avec un café fraîchement préparé et une façon directe de parler qui ne gaspillait pas les mots. Quand elle vit les cahiers, elle mit ses lunettes et se mit à lire en silence. Cela prit près de 2 heures. Camille resta à attendre sans poser de questions. Ce n'est qu'à la moitié du 2e cahier que Madame Edith s'arrêta, leva les yeux et dit « Votre grand-mère était une femme extraordinaire. »« Je sais. Vous savez ce qu'elle a ici ?» Elle tapota doucement la page ouverte. Elle détient des décennies de preuves documentaires, des témoignages signés, un rapport de géomètre retraité qui possède encore une accréditation valable. Parce que je connais cet homme et je sais qu'il a maintenu son inscription active jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une plainte de voisinage, c'est une action en réintégration de possession avec des fondements solides. Mais l'inventaire est encore ouvert, et mon oncle... À propos de l'oncle, dit Madame Edith, et il y avait dans sa voix une gravité qui clôturait le sujet avant même qu'il ne soit abordé, une fausse signature sur un document du bureau du cadastre est une chose très grave. Mais pour l'utiliser à votre avantage, vous devez agir avant que la vente ne soit enregistrée. Une fois enregistrée, cela devient beaucoup plus difficile. Camille demanda combien de temps il restait. Madame Edith alla vers un tiroir, prit un bloc de papier et un stylo et se mit à écrire. Vous devez notifier dès aujourd'hui au bureau du cadastre que cette signature n'est pas la vôtre et que vous vous opposez à la vente. Formellement, par écrit, avec un document. Cela bloque temporairement la procédure. Ensuite, vous devez contacter ceux qui s'occupent de ces litiges dans la région. Je connais une jeune avocate qui vient de s'installer ici et qui voudra s'occuper de cette affaire,
parce que c'est exactement le genre de chose qui fait les carrières. Elle fit glisser le papier vers Camille avec un numéro de téléphone écrit dessus. « Pourquoi est-ce que vous m'aidez comme ça ?» demanda Camille. La femme ôta ses lunettes et la regarda avec cette expression de quelqu'un qui s'apprête à dire une chose qu'elle avait en tête depuis longtemps. « Parce que Louise a été la seule personne à m'avoir aidé quand j'en ai eu besoin, il y a 35 ans, et qu'elle ne m'a jamais rien demandé en retour. Et parce que la semaine dernière, je suis allé par hasard au bureau du cadastre pour vérifier un registre et que j'ai vu ce que votre oncle essayait de faire. Cela m'est resté sur la conscience depuis. Parfois, les choses se mettent en place d'une manière qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Et ce que je sais, c'est que la grand-mère de Camille avait semé de bonnes choses dans le monde pendant des décennies, et qu'à ce moment-là, ces bonnes choses surgissaient de partout à la fois. Le jour même, Camille fit ce que Madame Edith avait conseillé. Elle alla au bureau du cadastre, présenta le document d'opposition à la vente, et l'employé à lunettes tamponna le tout avec un soulagement visible sur le visage, comme quelqu'un qui pouvait enfin respirer. Mais rien de tout cela ne se produisit sans conséquence. Quand l'oncle Gérard l'apprit, le lendemain, il appela le téléphone portable de Camille tant de fois d'affilée qu'elle arrêta de répondre et se mit à compter les appels manqués. Elle en compta 18 avant d'éteindre l'appareil. Le cousin aîné, Bastien, se rendit personnellement au vieux domaine. Il trouva Camille assise dans la cour, tenant encore l'un des cahiers, la bouilloire bouillant sur le foyer de pierre. Il avait une dizaine d'années de plus qu'elle, le visage déjà rouge de colère avant même de descendre de la voiture, et il alla droit au but. « Tu es en train de détruire la famille pour un tas de terre aride qui ne vaut rien. Si ça ne vaut rien, pourquoi êtes-vous si désespéré de vendre ?» Il resta sans voix une seconde, juste une seconde, et dans cette seconde, Camille vit tout ce qu'elle avait besoin de voir. « Vous êtes au courant de la source d'eau ?» dit-elle. « C'est ça. » Bastien changea immédiatement de stratégie. Il baissa la voix, tira une chaise qui n'avait pas été invitée et s'assit, essayant de paraître conciliant. « Écoute, on peut diviser ça de façon équitable. Ça fait longtemps que la famille a besoin d'argent, et Bernard offre un bon prix. » Bernard offre un bon prix? Nouvelle pause, plus révélatrice que la première. « Gérard et Bernard négocient ensemble, » dit Camille, et ce n'était pas une question. « Mon oncle vend une terre qui inclut la partie qui vous a été prise pendant des décennies, au même homme qui l'a prise, et la famille trouve que c'est une bonne affaire parce que personne n'était au courant de la source d'eau à part eux deux. » Bastien se leva de sa chaise. « Tu as toujours été trop arrogante pour ton propre bien. Tu peux partir, Bastien. » Il partit, et Camille resta là, à regarder la poussière de la voiture disparaître sur le chemin de terre, ressentant pour la première fois depuis son arrivée que le sol sous ses pieds lui appartenait vraiment. Cher auditeur, si vous appréciez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Ça aide beaucoup ceux qui débutent. On continue maintenant. Dans les semaines qui suivirent, la vie de Camille devint une succession de documents, de réunions, d'attentes et de rebondissements qu'elle n'avait jamais prévus. L'avocate que Madame Edith avait recommandée s'appelait Audrey. Elle avait un peu plus de 30 ans et une objectivité que Camille avait admirée dès leur première rencontre. Elle regarda les cahiers, regarda le rapport du géomètre, regarda les certificats que Camille avait obtenus au bureau du cadastre de la propriété et dit avec tout le calme du monde « C'est très bon, mais ça va prendre du temps. » Prendre du temps était le mot le plus gentil pour ce qui se passa. L'oncle Gérard déposa une contestation affirmant que les cahiers de la grand-mère étaient des documents personnels sans valeur légale. Le voisin Bernard, par l'intermédiaire de son propre avocat, affirma que les bornes du terrain étaient exactement là où elles avaient toujours été et que toute confusion était une erreur de la grand-mère de Camille. La tante Chantal, que Camille avait contactée personnellement pour tout expliquer, resta silencieuse pendant des jours, avant de répondre par un court message disant qu'elle ne voulait pas de problème avec personne dans la famille. Camille resta au vieux domaine. Elle avait demandé un congé à son travail, portait les vêtements les plus résistants qu'elle avait, la robe verte qu'elle avait apportée dans son sac à dos parce que c'était la plus durable, et passa ce premier mois à dormir sur un matelas dans la chambre de la grand-mère avec la boîte de cahiers à côté d'elle. Elle s'était attachée à cet endroit d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Ce qui changea le cours de la procédure, ce fut quelque chose que personne n'avait anticipé.
Le géomètre à la retraite qui avait signé le rapport dans les cahiers de la grand-mère, un homme nommé Monsieur Pierre qui vivait dans une ville voisine et qu'Audrey avait contacté, se présenta en personne pour témoigner. Il avait 81 ans, marchait avec difficulté, mais une fois assis et commençait à parler, il n'y avait pas un mot de travers. Il avait visité le vieux domaine il y a 42 ans, à la demande de Madame Louise, avait effectué les mesures, avait recoupé avec les registres du cadastre et avait confirmé l'irrégularité. Il avait tenté de formaliser les choses à l'époque et découvert que les documents d'origine du terrain de Bernard présentaient des incohérences qui compliquaient la comparaison directe. Madame Louise lui avait alors demandé de tout écrire dans le cahier, signé, parce qu'elle savait qu'elle n'avait pas les moyens de se battre seule à ce moment-là. Mais elle voulait que la preuve existe pour le moment venu. « Elle m'a dit une chose que je n'ai jamais oubliée, » dit Monsieur Pierre d'une voix posée, soucieux d'être précis. « Elle m'a dit, je ne fais pas ça pour moi. Je le fais pour ceux qui viendront après moi et qui auront envie de se battre. » Camille était de l'autre côté de la table quand il dit cela et dut détourner le regard un instant. Parfois on croit connaître une personne, et puis la vie montre qu'on ne connaissait rien du tout. Je pense à Madame Louise, cette femme vivant sur ce bout de terre aride, sachant tout, documentant tout, attendant des décennies que quelqu'un vienne après elle avec l'envie de se battre. Et voilà que Camille. Le dossier avait avancé. Ce ne fut ni rapide ni facile. Et il y eut une semaine où tout sembla s'effondrer lorsque l'avocat de Bernard présenta un ancien plan du terrain qui contredisait les chiffres du géomètre. Audrey passa 3 jours à remonter la provenance de ce document et découvrit qu'il n'avait été établi que 4 ans plus tôt, avec une date antidatée par un professionnel qui avait signé pour de l'argent. Lorsque cela fut mis au jour, la situation du voisin devint bien plus compliquée, et celle de l'oncle Gérard aussi, car il devint clair que Gérard était au courant du faux plan. Les messages échangés entre lui et Bernard, révélés par une demande judiciaire, montrèrent des arrangements qu'il ne pourrait jamais expliquer autrement. Tante Chantal, lorsqu'elle l'apprit, brisa le silence de plusieurs mois et appela Camille un dimanche après-midi. « Je ne savais pas, » dit-elle d'emblée, la voix tremblante. « Je savais que Gérard voulait la vente, mais je ne savais pas qu'il était impliqué avec Bernard à ce point. » Camille l'écouta sans l'interrompre. « J'aurais dû aller voir, » continua la tante. « J'ai été lâche, Camille. Ta grand-mère m'a appelé une fois il y a des années et je n'y suis pas allé parce que j'avais peur des ennuis. Et maintenant ?» Elle s'arrêta. « Comment puis-je aider ?» Ce fut un retournement que Camille n'attendait pas. Mais l'aide de tante Chantal, qui acceptait désormais officiellement de contester la vente et renforçait la position de Camille dans la succession, changea le poids du dossier. Avec 2 héritiers contraints, avec l'irrégularité du faux plan documenté, et avec le rapport original de la grand-mère reconnu comme preuve valide grâce au témoignage direct du géomètre, le dossier aboutit à une conclusion qui prit au total près de 4 mois depuis que Camille était arrivée dans ce vieux domaine avec son sac sur le dos et une bouilloire vide dans la cour. La bande de terre fut reconnue comme appartenant au domaine. La source d'eau, qui n'avait jamais tari même dans les années les plus dures, faisait officiellement partie de la propriété de Louise et désormais de ses héritiers. Bernard parvint à un accord, car l'alternative était pire pour lui et dut compenser financièrement des décennies d'usage irrégulier. Ce n'était pas une fortune, mais c'était un montant qui permettait de rénover la maison principale, d'ériger une nouvelle clôture et d'investir dans le développement de l'eau qui avait la capacité d'alimenter la moitié du voisinage en période de sécheresse. Gérard fut retiré de la succession comme administrateur pour irrégularité et conserva uniquement la part à laquelle il avait droit par la loi, pas un centime de plus. Il ne rappela plus jamais Camille. Elle ne le regretta pas. Et Madame Édith, qui avait tout commencé sans rien demander, apparut l'après-midi où Camille reçut le document final signé, frappa à la porte de la maison déjà rénovée, avec un poulet fermier et une bouteille de jus de fruits, et dit « Louise aurait adoré voir ça. » Elles passèrent à l'après-midi assises sur la nouvelle véranda, la bouilloire bouillant sur le foyer de pierre que Camille avait conservé dans la cour, non par manque de cuisinière, mais parce qu'elle ne voulait pas l'enlever. Il y avait quelque chose dans ces pierres qui semblait être le cœur de l'endroit, vieux, résistant, réchauffant ce qui devait être réchauffé, même lorsque tout autour semblait sans issue. Camille regarda les cahiers posés sur la table à côté d'elle. Elle avait souvent pensé à ce qu'elle en ferait ensuite.
et elle était arrivée à une conclusion que sa grand-mère aurait probablement approuvée. Elle les garderait pour la prochaine génération, avec une lettre de sa main écrite sur la dernière page blanche du 3e cahier. Parce que c'est ainsi que les choses importantes continuaient. Pas au bureau du cadastre, pas dans un plan enregistré, pas dans une procédure judiciaire, mais dans une chaîne de femmes qui ne renoncent pas. Fin de l'histoire. Je reste ici à penser à toutes les histoires comme celle-ci qui ne sont jamais racontées parce que la personne qui détenait les preuves est partie avant que quelqu'un n'aille là-bas. Madame Louise a gardé cela pendant des décennies, en pariant sur une petite fille dont elle ne savait même pas si elle viendrait un jour. Et Camille est venue, cette foi qu'elle avait en sa propre famille, même si c'était une foi silencieuse conservée dans des cahiers de cuir, me touche d'une manière que je n'arrive pas vraiment à expliquer. Si vous êtes allé jusqu'au bout, merci sincèrement pour votre compagnie dans cette histoire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'attitude de l'oncle Gérard. Je veux savoir si vous avez été aussi indigné que moi. Et d'où regardez-vous? Cette chaîne est en train d'être construite avec beaucoup de soin, alors si vous laissez un like et que vous vous abonnez, cela nous aide énormément à continuer. À la prochaine histoire.